Avec d'un côté le Léon et de l'autre le Trégor, Morlaix est séparé par un estuaire descendant vers la Manche. En l'an 1000, Morlaix est déjà une ville prospère. Le lin cultivé aux alentours est tissé puis expédié sur l'Espagne et le Portugal. Les rues en gardent le souvenir, la chaleur et le charme. La statue du joueur de biniou à l'angle de la rue Carnot et du pont Notre-Dame témoigne de la splendeur passée. La maison de Anne de Bretagne, ornée de sculptures, est une maison à lanterne unique au monde. Le musée des Jacobins, fondé par les Dominicains, date du XIIIe siècle. Le viaduc, à doubles arcades, fut construit pour les besoins de la voie ferrée Paris-Brest. Au XVIIIe, le quai du Léon accueille la manufacture de tabac. 1800 personnes y travaillaient encore à la fin du XIXe siècle. Dans l'estuaire de la rivière de Morlaix, le château du Taureau. Il fut construit au XVIe pour repousser les envahisseurs anglais. Au cœur de la ceinture dorée, Saint-Paul de Léon, où 62 évêques succédèrent à Saint-Paul Aurélien. Sa cathédrale fut commencée au XIIIe. Le Kreisker, dont la flèche s'élève à 77 mètres, sert toujours d'amer. Au-dessus de Saint-Paul, Roscoff, ville qui vit naître Tristan Corbière. L'église de style gothique date du XVIe siècle. Elle fut édifiée pour ne plus dépendre de l'évêché de Saint-Paul. Ville d'armateurs et de corsaires, ces maisons de granit témoignent de la richesse passée. Marie Stuart, dit-on, y serait même venue. La Brittany Ferries assure les allers-retours vers Plymouth. Au
Au cœur du pays du Léon, le château de Kerjan, le Versailles breton, à la fois palais et fortifications. Hier, lieu des pouvoirs et des combats, aujourd'hui, centre de culture. À lui seul, il reflète l'ambition d'une tradition renouvelée. La côte du Léon est la côte de la Manche. Suivre la face nord de la pointe de Bretagne, c'est une suite de paysages qui se donnent au regard. Paysages d'hommes entre ciel et mer. C'est ici, sur la côte de Port-Salle, que le 16 mars 1978, le pétrolier Amoco Cadiz s'échoua, polluant plus de 400 km de côte. Dans l'Aber-Île-Dut, le plus petit des abers, les guémoniers viennent de mai à octobre décharger les laminaires pêchés au large. Elles seront traitées dans les usines de Landerneau ou de la Milice. Wisan. Beri winda selesai. Hebben we het probleem voor. L'archipel de Molène étire son chapelet d'îlots bordés de plages de sable blanc, mais surtout de récifs menaçant les navigateurs. Sur ce petit bout de terre, long de 1,2 km et large de 800 mètres, 400 personnes vivent en permanence. Pour poser le pied sur ce monde à part, véritable paradis de la nature sauvage, il vous faudra prendre le bateau au départ de Brest. Ici encore, tout est acheminé par bateau, de la boîte d'allumettes au frigo, en passant par les matériaux de construction. Molène est la seule île de l'archipel à posséder un port naturel, et pour cette raison, la seule à avoir pu se consacrer à la pêche. Faire le tour de l'île ne demande pas plus d'1 heure. Mais à propos d'horloge, il faut savoir que Molène vit toujours à l'heure solaire, et qu'il conviendra d'y penser en débarquant sur l'île. Les parages d'Ouessant sont très dangereux pour la navigation. Une grande connaissance des récifs et des courants est nécessaire pour l'approche de l'île, surtout lors des tempêtes. Île du bout du monde, Ouessant a été longtemps isolée par les récifs et les courants. Ses habitants ont vécu en autarcie absolue. Les hommes sillonnant les mers, tandis que les femmes cultivaient cette terre aride. Nous accostons au port du Stif. Aujourd'hui, plusieurs vols quotidiens entre Ouessant et Brest-Guipava permettent, entre autres, un acheminement du courrier plus efficace qu'autrefois. L'île d'Ouessant, longue de 7 km sur 4 de large, est la plus importante de l'archipel, et avec une longitude moyenne de 5,5 degrés, la terre la plus occidentale de la France métropolitaine. Avec sa forme de pince de crabe, l'île d'Ouessant, que les Bretons appellent Enezosa, l'île la plus haute, a la forme d'un plan incliné. Ouessant est signalé aux navigateurs par 5 phares et une corne de brume. Malgré la nécessité de signaler les écueils aux navires croisant les parages, ce n'est qu'en 1700, sur ordre de Vauban, qu'est mis en service le premier phare d'Ouessant, le Stif. De l'autre côté de l'île, le site de Pernes est classé, y compris les rochers. Le phare de Méridic, construit entre 1911 et 1934, abandonné 4 ans plus tard, fut réhabilité et automatisé en 1959.
Aujourd'hui, il fonctionne sans gardien. Perne est un des endroits les plus spectaculaires de l'île lorsque la tempête arrive. Un véritable feu d'artifice d'eau et d'écume attend ceux qui ne craignent pas les embruns. Un sémaphore à la pointe de Créach surveille la partie nord de l'île où, par forte houle, le spectacle est toujours étonnant. Ouessant, sans ses moutons, ne serait pas Ouessant. Sur cette pointe de Rochir, on regroupe les moutons avant la foire annuelle. L'élevage du mouton fait partie de la tradition ouessantine, même si les moutons d'aujourd'hui sont beaucoup plus grands que la race ancienne, appelée mouton d'Ouessant. Les animaux sont laissés en liberté de la Saint-Michel au premier jour de février. C'est la veine pâture. Autrefois, c'était la période où les récoltes étaient rentrées. La foire aux moutons marque cette fin de veine pâture. Elle a lieu tous les ans le premier mercredi de février, l'époque où les brebis se préparent à agneler. Les animaux sont rassemblés dans 2 enclos. Au nord, c'est dans la cour de l'ancien patronage. Chaque propriétaire vient chercher ses bêtes qu'il reconnaît grâce aux marques des oreilles. Paysanne et maritime, Ouessant, protégée par sa formidable ceinture de récifs et de courants, possède en elle la magie et la force des îles, ces mondes proches et lointains, qui, plus que tout autre lieu, symbolisent l'ailleurs qui est en nous. La pointe Saint-Mathieu avertit le continent de notre retour aux conquêtes. Sur cette pointe, quelques ruines majestueuses semblent devoir défier l'usure du temps. Par la rade, la mer arrive jusqu'à Brest. De tout temps, port de guerre, ville de la Royale, ville de tonnerre, Brest est devenu un centre de recherche de pointe en océanographie. Le château des 15e et 17e siècles s'étend sur 2 hectares et abrite aujourd'hui la préfecture maritime commandant les forces de l'Atlantique. La Pinfeld, traversée par le célèbre pont de recouvrance, rejoint le quartier du même nom, auparavant ville à part entière. Si la marine nationale y est toujours installée, la ville a très vite su jouer la carte des loisirs de mer. Si les sports de navigation sont en pleine expansion, Brest en est la plus vive expression.
Près du port de Plaisance, Océanopolis, grand centre de culture scientifique et technique de la mer. Remontant les Lornes, nous atteindrons Landerneau, départ du pays des enclos. Comment dire la richesse d'une terre intérieure? Comment dire le travail des hommes? Dans le Léon, cette richesse, ce travail ont été traduits par les enclos paroissiaux, à la fois prière de reconnaissance et arrogante concurrence des cités, rivalisant entre elles. Landerneau, Landivisio, Lampol-Guimiliau, Saint-Égonec, comme une fortune s'imposant aux autres par la beauté. Pléberchrist, Plonéour-Ménez, Comana, Sizun, la Martyre. Comme autant de splendeurs d'architecture et de sculpture s'excusant par le travail des hommes de la richesse d'une terre. En traduisant du breton l'inscription de l'ossuaire de la Martyre, on peut lire cette expression « l'enfer froid ». Existe-t-il une autre terre qui ait su à ce point dire le tragique et dire le sacré ?
Il est des terres qu'aucun regard ne saurait dire, des paysages d'où l'œil profane se retire. Là, les mots reviennent de leur lointain exil, tels les sites sacrés de l'âme, notre asile. D'ici, seuls se contemplent les planes pensées, vrillant en un temple de silence dense, la conscience, au mythe qui lui donne naissance, en un accord immense, un accord insensé. Chaque année, début septembre, se déroule à Châteaulin le célèbre critérium du circuit de l'Aulne. La course se déroule le lundi suivant le championnat du monde cycliste professionnel, attirant ainsi un public de connaisseurs toujours aussi nombreux. La ville est traversée par le canal de Nantes à Brest et vécue jusqu'au siècle dernier au rythme des chasse-marées débarquant leurs marchandises. Dominant la ville, voici Notre-Dame, la chapelle de l'ancien château. Bâtie plusieurs siècles avant l'actuelle église, c'est là que les habitants de Châteaulin célèbrent leurs enterrements. Sainte-Marie du Ménézum fut longtemps un important carrefour du commerce où se tenaient foires et marchés. Avec ses 330 mètres, le Ménézum est le plus haut sommet de Bretagne. À ses pieds, Saint-Corentin y avait autrefois son ermitage. Montagne toujours sacrée en le cœur des Bretons, le Ménézum domine toute la presqu'île, avec au nord la rade de Brest et au sud la baie de Douarnenez, la baie de la mythique cité d'Ise. L'enclos paroissial d'Argol est l'un des fleurons architecturaux de l'école de la Renaissance bretonne. Situé à l'embouchure de l'Aulne, Landévennec est le plus ancien des sanctuaires armoricains. Fondée en 485 par saint Guénolé, alors chassé de Grande-Bretagne, elle accueille aujourd'hui un musée de renommée internationale sur l'histoire du monachisme. Et pour tout Finistérien, saint Guénolé reste le moine qui convertit le roi Gradelon et le sauva de l'anéantissement de la ville d'Is.
En face de Lanvéoc, l'île Longue, la base de sous-marins atomiques faisant de la rade de Brest l'un des sites majeurs de la stratégie de la défense nationale. En longeant la côte, nous atteignions la pointe des Espagnols, qui ferme au sud l'entrée de la rade de Brest. Par gros temps, les navires qui ne pouvaient franchir le Goulet se réfugiaient à Camaret. Le Fortin, datant du XVIe siècle, est l'œuvre de Vauban, le plus fameux des ingénieurs militaires de Louis XIV. Au XVIIIe siècle, l'activité essentielle de Camaret était la pêche à la sardine. C'est aussi de là que partiront les premiers langoustiers vers le banc d'Arguin. Aujourd'hui, les bateaux de plaisance remplacent ces Mauritaniens. Dès la fin du XVIIIe siècle, de nombreux artistes furent attirés par Camaret, tant en raison de la splendeur sauvage du paysage que par l'incomparable lumière qui la baigne et que les peintres ont su restituer. C'est là d'ailleurs que Saint-Paul-Roux fit construire son manoir, sur la route de Penire, en breton, Tête de Pierre. Penire, la pointe la plus avancée de la presqu'île, entre dans l'océan par 3 énormes blocs de pierre qu'on nomme les tas de pois, véritable proue emblématique d'une côte déchiquetée. Nous rejoignons le cap de la Chèvre, à travers la lande et la bruyère, le paysage des poètes et des bardes. Crozon, Morgat, agréable station balnéaire et charmant port de plaisance attirent tous les étés un nombre toujours plus grand de vacanciers venus des 4 coins de l'Europe. La côte ici a été incomparablement sculptée par la mer et la célèbre grotte de Morgat demeure un point de passage obligé du vacancier. Locronan, en breton, Loch Ronan, le rocher de Ronan, doit son nom à un moine venu d'Irlande qui s'installa en ce lieu au Xe siècle. Locronan était autrefois une ville florissante du commerce des toiles à voile et du lin, au temps où la Bretagne traitait seule avec le Portugal, l'Espagne et la Hollande. De cette richesse passée, il demeure aujourd'hui une petite ville dont le centre est sans aucun doute l'un des joyaux de Bretagne. Par ailleurs, Locronan est aussi le lieu d'un des pardons les plus célèbres et les plus chers au cœur des Bretons, la Troménie, qui se déroule sur plus de 12 km. Du haut de la montagne de Locronan apparaît dans toute son ampleur la baie de Douarnenez, que certains n'ont pas hésité à appeler la plus belle baie d'Europe. Le port de Douarnenez est le 5e port de pêche français. De tout temps, l'histoire de la ville a été liée à la mer et aux bateaux. Après la guerre, il y avait encore à Douarnenez, quand moi j'ai débuté en 1945, là, il y avait encore peut-être, entre tout Douarnenez, il y avait peut-être
80 ou 100 bateaux encore qui faisaient la pêche à la sardine. Et après le 10 décembre, il n'y avait plus le droit de la pêcher à la roque. Il y avait une autre sorte de pêche, le filet mouillé et le filet profond. C'était de retour une autre mode de pêche qui se faisait avec des bateaux plus grands, quoi, avec les malamots, quoi. Et là, on partait pour 5-6 jours de mer dans l'ouest de Ouessant, assez large, quoi. La pêche était plus dure, mais on était plus d'hommes aussi, quoi. On était, sur ces bateaux, on était 20 hommes à peu près par bateau en mer, plus 4 ou 5 qui restaient à terre, quoi. Ah oui, on était... Il y avait beaucoup de marins à l'époque à Douarnenez. Il y avait 4000 marins à Douarnenez. C'est plus le cas maintenant, quoi. Son ancien port de cabotage, le Port-Rhu, est à présent un port-musée, dont la réalisation a coïncidé avec l'épanouissement de la culture maritime, le développement de la prise de conscience d'un patrimoine et de racines uniques. Sur la ria récemment aménagée, le visiteur peut admirer une collection de bateaux venus du monde entier. Face à Douarnenez, nous découvrons Tréboul, renommé pour ses plages et son centre de thalassothérapie qui accueille chaque année des sportifs de haut niveau et de toutes les disciplines. Tu les vois les pingouins? Tu vois pas des trucs noirs et blancs? T'as vu? La réserve ornithologique de Goulien couvre plus de 25 hectares. Là se retrouvent chercheurs et amoureux de la nature, toujours en quête de lieux privilégiés et protégés. Pont-Croix, le pont au croisement des routes. Au fond de l'estuaire du Goyen, cette ville était le point de passage obligatoire entre le Cap Sizun et la Bigoudénie. Notre-Dame de Roscunon y fut construite au XIIIe siècle et sa flèche, qui prolonge la tour romane, a servi de modèle à celle de la cathédrale de Quimper. La perte d'influence de Pont-Croix date de la construction du pont reliant Audierne à Plouhinec. La pointe du vent surplombe la baie des Trépassés, par ses falaises balayées par le vent, et 1000 fois chantée dans les chants de marins, 1000 fois décrite dans les récits des vieux conteurs, mais aussi dans ces contes dont ces anciens marins, appelés autrefois conteurs du bord, avaient eux seuls le secret. Jadis, pendant les nuits de quart, sur le pont des grands voiliers, ils racontaient aux mousses les lamentations des trépassés, les naufrages terribles.
Les coups de vent chargés d'embrun rejaillissent à Pointe-du-Raz, certainement la plus connue d'Europe. Là, le Finistère éperonne l'océan, et la terre semble se jeter à la mer pour une éternelle et mythique conquête de l'Ouest. Une conquête dont l'île de Sein apparaît comme l'ultime étape avant le grand large. Audierne. Au XVe et XVIe siècle, Audierne fut un important port marchand sur la voie commerciale qui reliait la Méditerranée à la Baltique. Aujourd'hui, Audierne est un port de pêche qui voit ses côtiers débarquer leur chargement au port de Saint-Yvette. Mon pays natal, le pays bigoudin, depuis quelques décennies, attire un nombre considérable de visiteurs du monde entier. Mais auparavant, il était très peu connu, sauf au XIXe siècle, des grands écrivains et des grands artistes qui, eux, étaient des connaisseurs et qui sont venus jusqu'ici, mais le grand public trouvait que c'était vraiment très loin. Il y avait d'ailleurs des difficultés de communication. Il s'étend, ce pays, sur à peu près 2 cantons, l'un au nord qui est le canton agricole, le canton paysan, et au sud il y a le canton maritime avec des pêcheurs, des grands ports bigoudins. Dans ce pays s'est élaborée au cours des siècles une civilisation particulière, une culture, comme on dit aujourd'hui, qui est encore reconnaissable en profondeur quand on arrive à connaître le caractère des gens et leur comportement quotidien, mais qui est surtout exprimé aujourd'hui visuellement par la coiffe de nos femmes, qui a d'ailleurs donné son nom au pays bigoudin. Le pays bigoudin, c'est la coiffe de la bigoudaine, et elle fait l'admiration des gens, d'autant plus qu'ils peuvent encore aujourd'hui la reconnaître sur plusieurs centaines de femmes, surtout dans le canton sud. La Torche. Le nom a fait le tour du monde. Autrefois réputée à raison repère de pilleurs d'épaves, La Torche a été dans les années 60 le théâtre d'un film intitulé Les Naufrageurs. Aujourd'hui, haut lieu de compétition de surf et de planche à voile, La Torche a acquis une autre forme de célébrité. Le port de Saint-Guénolé, aménagé au cœur de ce site maritime extrêmement dangereux, apparaît comme un éternel défi à la fureur de l'océan. Aujourd'hui, une criée informatisée a remplacé la traditionnelle vente à l'estime. Elle est considérée comme la plus moderne d'Europe. Bloc de granit, redoutable pointe avancée dans l'Atlantique, Pamar est connu de tous les navigateurs pour son célèbre phare. 65 mètres de haut, 307 marches, portée 49 000, soit plus de 90 km. Sa construction au XIXe siècle est due à la marquise de Bloqueville, princesse d'Eggmühl. En 1840, le Guilvinec comptait 70 habitants.
Le port prit son essor en 20 ans, de 1860 à 1880, grâce à la conserve et au coup de pouce des douarnenistes. Devenu aujourd'hui le plus grand port bigoudin, le Guilvinec prit sa véritable importance en 1955, date de construction de la criée. La pêche est de nos jours la principale activité de l'Octudie et le port a connu en 30 ans de nombreux développements et extensions. Les différents types de pêche, il y a, si vous voulez, trois types de pêche ou trois types de bateaux qui pratiquent des genres de pêche différents. Il y a donc les canotes, ce que vous voyez là devant vous, qui pratiquent une pêche de quelques heures, qui ne vont pas très loin, qui pêchent le bar, le rouget, le merluchon aussi à certaines époques dans la baie de Concarneau, et puis les congres aussi. Et puis alors il y a les chalutiers côtiers qui eux sortent le matin de très bonne heure, qui mettent en pêche au lever du jour et qui reviennent le soir pour la vente de 17 heures. Alors ce genre de pêche est pratiqué à l'Octudie par une 35 ou 40 unités, autant sans doute à Guilvinec et à Saint-Guénolé. Donc tous les ports bigoudins pratiquent ce genre de pêche côtière qui est axé surtout sur la langoustine. La langoustine constitue l'essentiel des apports de ce type de bateau. Après, il y a un autre genre de pêche, alors qui est la pêche hauturière. Alors ce sont des bateaux qui vont pêcher très au large dans le golfe de Gascogne, qui vont très au large dans l'ouest de la Bretagne, ou à l'entrée de la Manche, dans le sud de l'Angleterre, dans l'ouest du Pays de Galles, dans le sud de l'Irlande, enfin dans toute la mer Celtique, si vous voulez. Alors ces bateaux reviennent une fois tous les 10, 12 ou 15 jours, 14 jours je crois étant le maximum autorisé, et ces bateaux-là ramènent donc des espèces qui ne sont pas toujours les mêmes que les espèces que ramènent les côtiers. Il y a des lottes bien sûr, des merluchons, des limans, des merlans, beaucoup de merlans, des raies, des anons, enfin toutes les espèces qui habitent dans ces régions. Aujourd'hui, un port de plaisance se greffe sur le port de pêche. La vocation de station balnéaire est née au début du siècle de la fréquentation de touristes anglais ou d'artistes en recherche d'originalité. Pont-l'Abbé, 7900 âmes, est la capitale historique du pays bigoudin. La ville était dans le passé siège de la baronnie du Pont. En 1675, éclata la révolte des bonnets rouges. La répression fut terrible. On pendit, brûla, déporta. Le duc de Chaulnes fit abattre 6 clochers bigoudins, dont celui de Lambourg. Plus de tocsins ni de postes de guet. La légende assure qu'à dater de cette funeste période, des femmes laissèrent, en signe de protestation, s'élever la hauteur des coiffes. Limite est du pays bigoudin, le port de Sainte-Marine balise la frontière maritime du bord de l'Odet. Bénodet marque la frontière entre le pays bigoudin et le pays de Fouesnant. Nombreux sont les artistes qui ont contribué et contribuent toujours à sa renommée, et bien plus nombreux encore sont les estivants qui fréquentent chaque année une station balnéaire très cotée. Remontons à présent l'Odet pour atteindre Quimper, capitale de la Cornouaille et capitale de la faïence.
Commencée au XIIIe siècle, la construction de la cathédrale de Quimper a duré plus de 3 siècles. À ses pieds, situé à la place du logis de Rohan, se trouve le musée départemental breton, installé en ses murs depuis 1911. Entre les deux flèches, trône sur son cheval le roi Gralon. Gralon, roi d'Is, et à jamais roi de Cornouailles. Tout autour de la cathédrale Saint-Corentin, le vieux Quimper. Suite à l'énorme incendie de 1762, la construction des maisons en bois fut interdite, mais toutes n'ont pas disparu et font l'exceptionnel charme des vieilles rues. Depuis 1923, Quimper accueille tous les ans le Festival de Cornouailles, célèbre pour la représentation des Guises de toute la Bretagne. Avec Locronan, Concarneau est l'un des sites les plus visités de France. Son port de pêche, premier port français pour les thoniers et troisième pour la pêche fraîche, contribue à créer ici une atmosphère unique, où l'été se mêlent marins-pêcheurs, marieurs et badauds. Mais Concarneau, c'est aussi la ville close. D'abord prieuré dépendant de l'abbaye de Landévennec au Xe siècle, ce petit îlot se transformera peu à peu en place forte pour devenir au XIVe le 4e site fortifié de Bretagne. La pointe de Trévignon, ainsi que son petit port, représentent un abri sûr contre les tempêtes. Par la Veine et le Belon, nous remontons jusqu'à Pont-Aven, la cité des peintres.
Pont-Aven, où Gauguin, à la fin du siècle dernier, changea le cours de l'histoire de la peinture, et où se retrouvent encore aujourd'hui artistes et collectionneurs de l'Europe entière. Quimperlé, confluent de l'Ailée et de l'Isole, est né au VIe siècle. L'abbaye de Sainte-Croix y est entourée en ville basse par ses maisons à colombages, tandis que la grande tour carrée de Notre-Dame de l'Assomption domine la ville haute. Enfin, par la Laïta, nous atteignons le Pouldu, frontière entre le Finistère et le Morbihan. Mais ici commence une autre histoire.